Gao, deuxième jour de combat entre les terroristes et l'armée malienne appuyée par ses alliés. Bilan de nombreux djihadistes tués et la ville est en passe d'être sous contrôle. L'élection présidentielle de juillet prochain, les différentes structures ne veulent pas être prises à défaut. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly met chacun devant ses responsabilités. Nous sommes vendredi 22 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Une édition que nous commençons par les opérations de sécurisation de la ville de Gao. Plusieurs terroristes ont été tués dans des combats de localité par les forces maliennes, nigériennes et françaises, des combattants du Moujao. Après avoir occupé le palais de la justice, la mairie et le marché, ils ont tiré sur une patrouille au moment où l'un de leurs véhicules a sauté sur une mine traditionnelle. Mesdames et messieurs, des images très dures par moment. Nous suivons le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Gloire pour les forces maliennes, françaises et nigériennes. Les terroristes ont attaqué la ville de Gao à la roquette et à l'arme légère. Ils se sont retranchés au palais de justice, à la mairie, au marché et même dans des familles. Et lâchez la justice, encore on reçoit des tirs par là-bas. Les premiers combats ont eu lieu au palais de justice. Ici, des djihadistes ont été tués. Plus loin, à la mairie, c'était parti le gros du lot des assaillants. Là, la bataille a été tuée. Un hélicoptère français a tiré un missile qui a fait effondrer ce bâtiment sur les assaillants. Entre toi et le fleuve, il faut carrément battre l'espace vide là. Non, juste ici. En montant à l'assaut, nos forces ont essuyé des tirs en provenance du marché. Elles ont répliqué pour dérouter l'ennemi. Les forces maliennes déplorent 6 blessés. Côté terroriste, avec les fouilles, aujourd'hui, 23 morts. Et oui, en tout cas, la ville de Gao est en passe d'être sous contrôle de l'armée malienne et de ses alliés ce soir même. Ici à Bamako, fin de la mission des parlementaires de la CEDEAO dans notre pays. Avant de quitter Bamako, ces parlementaires ont été reçus par le président de la République par intérim. Au président de la République, les parlementaires de la CEDEAO ont fait le compte-rendu des différentes rencontres qu'ils ont tenues avec les autorités politiques, administratives et autres organisations socio-professionnelles du pays. L'institution qui le représente entend accompagner notre pays dans la mise en œuvre de sa feuille de route de la transition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a regagné Bamako hier après avoir effectué une visite de travail à Paris. Avant de regagner Bamako, Django Sissoko a rencontré certains responsables des Maliens vivant en France. La rencontre a essentiellement porté sur l'évolution de la situation dans notre pays. Les Maliens de France sont venus réitérer leur accompagnement au gouvernement dans toutes les actions visant à sortir notre pays de la crise. Il a également été question des conditions de vie de nos compatriotes de France. Des images et des propos qui nous ont été rapportés par nos envoyés spéciaux dans ce voyage du Premier ministre en France et en Belgique, Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Autre endroit, autre audience, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu l'ancien Premier ministre Mohamed Agamani et une délégation de l'Association des municipalités du Mali. Cette délégation était venue remettre au président de l'Assemblée nationale des conclusions du forum organisé du 5 au 7 novembre dernier par l'Association des régions du Mali et l'Association des municipalités du Mali sur la décentralisation immédiate et intégrale comme solution de sortie de crise. Le président de l'Association des municipalités sur cette audience au micro de Mamari Koné. Il s'agissait de lui remettre le fruit de ses réflexions, de tous les élus du Mali et de l'ensemble des hauts fonctionnaires qui ont eu à diriger notre pays au cours de ces 20 dernières années. Donc ce sont ces résultats que nous sommes venus remettre solennellement au président de l'Assemblée nationale afin que les députés nous accompagnent
dans la recherche de solutions de sortie de crise. Des propositions ont été faites et nous pensons que les députés sont les mieux placés pour les traduire en texte de loi, en règlement, afin que le gouvernement puisse les adopter. Ce document est accompagné d'un plan d'action d'urgence de plus d'1,2 milliard pour des actions immédiates de reconstruction de la paix citoyenne dans l'ensemble du pays et particulièrement dans les 3 régions du nord et des cercles du nord de la région de Mopti. Donc sur pratiquement 200 collectivités territoriales. C'est ce que nous sommes venus solennellement remettre au président de l'Assemblée nationale pour que les députés soient nos accompagnateurs et des décideurs afin qu'ensemble avec le gouvernement, ensemble avec les élus et l'ensemble des populations de l'ensemble du Mali, nous puissions rapidement sortir de cette crise. Le président nous a promis de s'impliquer, d'impliquer l'ensemble de l'Assemblée nationale pour accélérer le processus de transfert des compétences, accélérer le processus de prise de décision. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a présidé ce matin le lancement de revues des projets, les projets et programmes, le budget et programmes et les revues sectorielles. Vous imaginez une séance très technique suivie par notre reporter Youssouf Diakité. Pendant près d'1 mois, les cadres du ministère de la Communication et ceux des différents services techniques du département vont passer en revue les différents projets et programmes en vue de mettre tout le monde au même niveau d'information. La première revue, c'est ce qu'on appelle les revues budget-programme qui est axée sur le budget de l'État. La deuxième revue, c'est les projets et les programmes au niveau des départements ministériels, notamment dans la composante BSI. Tout cela est couronné par une revue sectorielle qui est plus ou moins pilotée par notre CPS. Revue sectorielle, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, justement, la revue sectorielle est l'ensemble des revues qui se regroupent au niveau, comme je disais tantôt, de la CPS. C'est tous les projets programmes, y compris le budget programme, qui sont analysés et exécutés et qui font l'objet d'un rapport global qui est transmis à la direction du budget. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, insiste sur la qualité des informations et la pertinence des données. La qualité des informations est fortement liée à la qualité de l'organisation, de la collecte et du traitement des données au niveau des responsables de projets inscrits dans le budget spécial d'investissement et des responsables de services du département auxquels les budgets sont rattachés. Pour atteindre ces objectifs, insiste le ministre, il faut une synergie entre les cabinets et les différents services techniques du département. Le rapport final sera déposé le 15 mars 2013. Contribution à l'effort de guerre, 7 millions de francs CFA pour les forces armées et de défense. Les contributions sont de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail et du personnel de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Et comme d'habitude, c'est le ministre de l'économie et des finances, tout souriant, qui a réceptionné les chèques. Compte rendu, Moïse Traoré. Le premier don de l'après-midi est une contribution en espèces de 5 millions de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail. La deuxième contribution est matérialisée par un chèque de 2 millions des agents de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BSIC. En présence du ministre délégué chargé du budget, Marimpa Samoura, la brève cérémonie est une occasion de mise au point. Les dispositions sont en particulier prises pour que chaque mois, chaque soldat reçoive à temps son salaire, reçoive à temps la PGA ordinaire, reçoive à temps la PGA spéciale, reçoive à temps la prime d'opération. Voilà, donc ce sont ces paiements-là qui sont faits aux militaires qui sont sur le terrain. Et tout cela est fait tout à fait dans les normes. Bon, maintenant, nous sommes en guerre. Il y a des déplacements importants de soldats ça et là. Qu'il y ait eu quelques problèmes logistiques de temps en temps n'est pas impossible. La PGA est la prime générale d'alimentation. Il y a quelques mois, les promoteurs du Léry avaient fait don d'une enveloppe de 4 millions et de 25 bidons d'huile au ministère de la Défense. Quant à la BSIC, elle est membre de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. L'APBF a déjà déboursé 200 millions comme effort de guerre.
Le chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et le ministre de l'Action humanitaire et du développement social viennent de boucler une visite à Tombouctou. C'était pour s'enquérir des besoins humanitaires prioritaires des populations. Et sur le bilan de la tournée, les deux se prononcent. Ils sont au micro de Soumaïla Berté. Et je dois dire que j'ai d'abord été frappé par la dignité des gens et aussi inspiré par leur comportement. Et j'ai été très touché par ce qu'ils ont enduré, par la souffrance qui a été la leur. Nous nous sommes rendus compte que les besoins des gens aujourd'hui, leurs besoins prioritaires, tiennent dans le fait que nous puissions trouver des moyens d'existence pour eux, surtout pour relancer certaines activités agricoles, la nécessité qu'ils ont dans le domaine de l'éducation, le fait que nous devions aussi très rapidement mettre à leur disposition toutes les facilités, les médicaments dont ils ont besoin pour continuer par se faire soigner, et mais surtout aussi l'ouverture des voies commerciales pour que la vie puisse reprendre totalement. Nous avons découvert une ville qui essaie de revivre. Les populations sont restées soudées malgré les 11 mois d'occupation, de souffrance. Il y avait une cohésion entre l'ensemble du comité de crise, l'ensemble des collectivités qui étaient restées sur place et les populations qui nous ont accompagnés. Les priorités aujourd'hui pour eux, la demande la plus forte, c'est le retour rapide de l'administration dans toutes ses dimensions au niveau de Tombouctou afin que l'État puisse être présent. L'éducation est une urgence parce que les écoles ont commencé dans des conditions qui ne sont pas encore idoines puisqu'il y a peu d'enseignants. Les enfants sont à l'école, il faut les occuper. Il faut les équiper, ils ont des besoins de fourniture. Ensuite, il y a les problèmes de santé. Et les équipes se déplacent difficilement parce qu'il n'y a pas du tout de logistique. Il n'y a aucune ambulance aujourd'hui fonctionnelle à Tombouctou. Les problèmes de médicaments ont été soulignés. Les problèmes aussi de motivation du personnel parce qu'ils sont restés volontairement pendant 11 mois sous l'occupation et ils ont travaillé nuit et jour. Mopti est la première étape d'une visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Une visite de terrain qui lui fera voir l'ensemble des dispositifs sécuritaires dans cette région stratégique en temps de conflit. Et par la même occasion, le ministre s'est rendu au chevet des blessés de guerre à l'infirmerie du camp militaire de Sévaré. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Youssouf Djara et Moussa Fane. Nous sommes en 5e région. Plus précisément au PC opérationnel de Siwari. C'est ici la première étape de la visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Pour s'enquérir des dispositifs sécuritaires, le général Tchefi Konaté a rencontré la hiérarchie militaire. Les échanges ont porté sur l'évolution actuelle de la situation au niveau du PC de Siwari. Les ministres et les autorités régionales ont également évoqué la sécurité intérieure de la région de Mopti. Selon les autorités régionales, la situation est sous contrôle de nos forces armées et de leurs alliés. Les activités quotidiennes sont reprises. Les populations de la région sont restées confiantes aux capacités de nos forces armées et de sécurité à reconquérir l'intégrité du territoire national et à restaurer le climat de paix et de tranquillité nécessaire à l'exercice des activités administratives, politiques, économiques, sociale et culturelle. Le ministre a invité toute la population de la région à une franche collaboration afin d'aider nos forces armées et de sécurité dans leur mission. Je suis venu rencontrer ici les forces de sécurité au nord de la région de Mopti pour leur demander de jouer leur partition pleinement dans le cadre de la lutte contre ces groupes de terroristes et la délégation ministérielle s'est aussi rendue au chevet de nos militaires blessés dans les combats hospitalisés à l'infirmerie du camp militaire de Siwaré, tout en saluant les sacrifices consentis dans l'accomplissement de leur mission régalienne pour la défense de la patrie. Le ministre Tchefi Konaté a remis une enveloppe symbolique au premier responsable de la santé militaire de la région pour la prise en charge des blessés. Au cours de cette cérémonie, certains dons ont été réceptionnés pour l'effort de guerre. Au jour d'aujourd'hui, la région a pu mobiliser plus de 137 millions de francs CFA.
Le chef d'état-major général du Burkina Faso en visite à Markala où est basé le contingent burkinabé. Le général Nabéré Honoré Traoré, c'est son nom, a rencontré les chefs des opérations militaires et les hommes de troupes. Il s'est réjoui du bon moral de sa troupe avant d'ajouter que le Burkina Faso était prêt à augmenter le nombre de combattants si besoin en était. Un reportage depuis Ségou, Markala, Dougoufana Traoré. En venant à Markala, le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso voulait non seulement s'enquérir du moral de la troupe burkinabé baptisée Badenya à cause de la fraternité qui unit les deux pays, mais aussi et surtout lui prodiguer des conseils pour la suite des opérations. Le général Nabéré Honoré Traoré, dès son arrivée à Markala, a d'abord passé en revue les troupes burkinabées, maliennes et françaises. Il était en compagnie de Sona Mohamed Topan, ambassadeur du Faso au Mali, des responsables militaires de Ségou, du sous-préfet et du maire de Markala. Le général Traoré a ensuite rencontré les officiers chefs des opérations militaires à huis clos. Enfin, il a rencontré l'ensemble des 500 soldats de la troupe Badenya à la place d'armes de Markala. Je dois préciser que c'est depuis le 21 janvier qu'ils sont stationnés dans cette belle région du Mali. C'est un message d'encouragement que je leur apporte, encouragement à remplir leur mission aux côtés de leurs frères d'armes du Mali, dans le but justement de restaurer l'intégrité territoriale de ce pays frère. Le contingent burkinabé, depuis son arrivée au Mali, n'a jamais baissé les bras. Patrouilles et appui aux forces maliennes ici et là ont été les maîtres mots. Dès nos arrivées, nous nous sommes déployés au niveau du grand pont de Markala pour sa défense. Ensuite, le contrôle de l'axe de Markala jusqu'à Djabali, d'ailleurs où nous avons déjà déployé un groupement de forces aux côtés de nos frères maliens pour toute intervention possible. La guerre que mène le Mali est noble et c'est une guerre de légitime défense. Tels sont entre autres qualificatifs donnés par le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Et c'est la fraternité justement qui a guidé justement cette mise en place de nos éléments ici au Mali. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons dénommé notre bataillon Badenya. Vous comprenez très bien que donc c'est la fraternité. Nous leur avons dit aussi qu'ils allaient pour une guerre juste et une guerre légitime. C'est une guerre juste parce que la cause pour laquelle ils se battent, c'est la lutte contre les djihadistes, c'est la lutte contre les terroristes. C'est une guerre légitime aussi parce que d'abord ils vont soutenir un pays qui est en position de légitime défense puisque c'est un pays qui a été agressé. Et c'est un cadre qui se déroule aussi dans le cadre des résolutions onusiennes. Tout compte fait, les soldats burkinabés de la MISMA ont le moral et sont déterminés aux côtés des autres troupes africaines et françaises à aller jusqu'à la libération totale du territoire du Mali. L'autre sujet phare de ce journal, les élections de juillet prochain, toutes les structures s'occupant du domaine se sont retrouvées pour faire un premier point. Les questions du fichier, le chronogramme et le vote des déplacés ont été abordés. Et le ministre en charge de l'organisation des élections, en tout cas, a été on ne peut plus clair. Chacun est devant ses responsabilités pour la réussite de l'ensemble de l'opération. Abdul Karim Kaba. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Surtout de ces questions que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI, la Direction générale aux élections se rencontrent. Tout cela pour la bonne marche des élections de juillet prochain. Cet objectif traduit la volonté du gouvernement de transition à réussir des élections libres, transparentes et apaisées. Les présentes assises procèdent sans doute de notre ferme engagement à réussir ensemble la mission à nous confiée par le gouvernement. Il s'agira pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes en mettant en commun nos compétences, nos intelligences et nos savoir-faire. Entre nous, il n'y a de la place que pour la complémentarité. Il n'y aura jamais de concurrence. Nous devons réussir la mission ensemble ou échouer ensemble. Le représentant et résident du PNUD au Mali dira que l'assistance de son institution ne fera pas défaut pour une meilleure organisation. Cette réunion aujourd'hui est importante parce qu'un rôle capital vous incombe dans la préparation du processus électoral.
Ce séminaire, nous pensons, sera donc l'occasion de converger toutes les énergies vers la réalisation des objectifs communs. L'organisation d'élections justes, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Comme inscrit dans sa feuille de route, le gouvernement de transition met tous les moyens de son côté pour réussir cela. D'où la présence de ces trois structures, à savoir le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la CENI et la direction générale aux élections. Revenons encore sur des sujets militaires. Bientôt, le matériel militaire malien qui transite par le port de Guinée-Conakry sera dans de bonnes conditions de stockage avant son acheminement à destination. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, en partenariat avec une entreprise, Ali Karkaba, vient de signer le contrat de construction de son entrepôt en Guinée-Conakry et le coût de la réalisation est estimé à 4 milliards de francs CFA. Adama Koulibaly. 2,5 hectares, c'est la surface sur laquelle seront construites des infrastructures qui comprendront un hangar, un terre-plein, des logements, des bureaux et blocs sanitaires. Coût de réalisation 4 milliards de francs CFA. La durée des travaux 15 mois. L'entreprise choisie pour les travaux s'appelle Ali Karkaba, installée en Guinée-Conakry. Le ministre de la Défense et des anciens combattants se réjouit de l'engagement de la société pour l'exécution correcte des travaux. Il a saisi l'occasion pour saluer les relations de bon voisinage entre le Mali et la Guinée. C'est la Guinée qui est le port le plus proche du Mali. Et comme Aimé a le dit, nos responsables politiques, le Mali et la Guinée constituent en fait les deux poumons des mêmes corps organiques. Et c'est dans cette logique-là que l'essentiel des matériels majeurs est toujours passé par le port de Guinée. Le représentant de l'entreprise Ali Karkaba remercie le gouvernement pour avoir porté le choix sur sa société. Nous avions eu à élaborer les projets des entrepôts maliens en Guinée, appelés Emagui. Le Mali est un pays enclavé et dans le cadre de sa politique de désenclavement, il développe un partenariat avec la Guinée pour son transit. Il faut rappeler que les entrepôts maliens en Guinée ont été offerts au Mali par le gouvernement guinéen depuis les années d'indépendance. Ils couvrent 5 hectares que le ministère des Transports et le ministère de la Défense et des anciens combattants partagent. Le secteur bancaire malien renforce sa collaboration avec la presse et cela en vue d'une meilleure communication. L'association professionnelle des banques et établissements financiers tient dans ce cadre à s'élinguer ses 3e concertations avec les responsables d'organes de presse. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a insisté sur les mesures à prendre pour permettre à notre pays de faire face aux impacts de la crise actuelle. Mahamadou Kone et Chifi Moulay Haïdara. Les banques et établissements financiers du Mali sont décidés à jouer tout leur rôle dans le renforcement du système financier et la croissance de l'économie du pays. Et comme la communication est primordiale dans l'atteinte de cet objectif, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers APBF organise régulièrement des rencontres avec la presse. La 3e édition de ce cadre de concertation s'inspire de la crise politique sécuritaire et ses conséquences sur l'économie de façon générale. Face à la situation de crise de 2012 et à bien d'autres préoccupations du moment, la nécessité s'impose à notre profession de disposer d'un plan de communication permettant d'informer plus largement sur les exigences de l'activité bancaire et sur notre contribution effective au financement de l'économie nationale. Conscient que la résolution des problèmes liés au financement des entreprises et de l'économie est prioritaire et conformément à leur vocation, les banques et les instituts financiers du Mali proposeront au cours de ces journées des solutions concrètes et réalistes et réalisables à très court terme pour favoriser l'accès des entreprises au financement bancaire conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dialogue entre l'ABBF et la presse, dont l'ultime objectif est le développement du pays, est très apprécié par le gouvernement qui y voit un grand intérêt, surtout dans un contexte aussi particulier. Le gouvernement a décidé de mobiliser tous les atouts dont le pays dispose. L'objectif recherché est de les mettre en synergie dans une démarche structurée
et volontaristes à travers la mise en œuvre d'actions qui seront de nature à assurer à notre pays une croissance forte et durable. C'est pourquoi j'exhorte banquiers et hommes de presse à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les conditions de financement de notre économie. Le ministre fonde beaucoup d'espoir aussi bien sur les banques et établissements financiers que sur la presse pour leur apport inestimable dans la bonne marche de l'ensemble des secteurs du développement. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, édition 2013, débutera demain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et notre pays sera fortement représenté à cette fête biennale du cinéma et de la culture africaine. 5 films, séries télévisées et documentaires seront en compétition cette année. Et pour plus de précision, le directeur du Centre national de production cinématographique, Moussa Wan, est au micro d'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Souleymane Kenza à Sidibé. Le Mali sera présent cette année avec un long métrage de fiction qui a pour titre Toile d'araignée. Nous serons présents avec 2 séries télévisuelles. Les Concessions, qui est une série produite par le Centre national de cinéma, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Le Roi de Ségou, qui est une coproduction entre l'ORTM, le Film, Sarama Film. Donc, il y aura aussi un documentaire d'André Diarra qui a pour titre Les pêcheurs de sable et un court-métrage de Bakary Diallo dans Kumba. Donc, cela veut dire que le Mali sera présent avec ces différents films. Nous pensons que nous serons là-bas à la tête très haute parce que Toile d'araignée, qui est le film vedette, sur le plan thématique, je crois que l'Afrique verra la position du Mali par rapport aux différents fléaux qui menacent notre monde aujourd'hui, la liberté de l'homme, à l'émancipation de la femme, le rôle de la justice, le rôle de l'administration, etc., etc. Le Mali va cette année aussi avec beaucoup de personnes. Le gouvernement nous a aidés, malgré la crise. Cela veut dire que la culture, en tout cas, a une certaine signification auprès de l'autorité, très bien, parce que malgré la crise, le gouvernement a mis à disposition des créateurs pour inviter au minimum 50 personnes. Le ministère de l'Équipement et du Transport a abrité hier la cérémonie de signature de la convention entre l'Agence nationale de la sécurité routière et Vivo Energy Mali. Au cours de cette cérémonie, le géant pétrolier s'engage à soutenir l'ANASER dans sa recherche de solutions contre les accidents de la route. Isaac Tchenou. Cette signature de convention entre Vivo Energy et l'Agence nationale de la sécurité routière dénote tout l'engagement des géants de l'hydrocarbure dans la lutte contre les accidents liés à la route. Ainsi, 1000 casques d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA ont été remis à l'ANASER. Par ce geste, Vivo Energy pose à la fois un acte humanitaire et économique en sécurisant ses clients. La majorité des produits que nous amenons au niveau du territoire malien viennent par la route des dépôts côtiers. Il est par conséquent important pour nous d'avoir un œil particulier sur la gestion de la sécurité routière. Et les plus gros lots des accidents qui sont connus dans cette activité viennent de la route. La sécurité routière est l'une des priorités du gouvernement. La conséquence liée à l'insécurité routière touche surtout les jeunes. Le port du casque permettra de réduire considérablement les accidents mortels. Depuis le lancement de la campagne pour la promotion du port du casque, le 1er octobre 2012, le gouvernement du Mali a insisté sur cette synergie d'action afin de réduire considérablement les cas de blessures à la tête, principale cause de décès. À travers cet engagement, Vivo Energy du Mali donne la priorité à la sécurité sur les routes, ce qui fait d'elle une société citoyenne soucieuse de la santé et des usagers de la route. L'ANASER, déterminé à atténuer le nombre d'accidents liés à la route, compte sur d'autres partenaires. La cérémonie a été marquée par une remise symbolique de casques à certains départements et associations.
Renforcer les capacités des acteurs régionaux à mieux s'approprier la mise en œuvre de l'approche dans des soins essentiels dans la communauté. La préoccupation est au centre d'un forum d'échange qui se tient depuis hier à Sikasso. Initié par la Direction régionale de la santé et ses partenaires, la rencontre vise la promotion des soins essentiels pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, et cela à l'horizon 2015. Daouda Djakité. Le ministère de la Santé s'est engagé depuis quelques années dans l'amélioration de la qualité des soins au niveau communautaire à travers la prise en charge des problèmes de santé maternelle et infanto-juvénile par la garantie d'un paquet minimum de santé appelé soins essentiels de santé dans la communauté. La mise en œuvre de cette stratégie en vue de l'atteinte des objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement nécessite une implication des acteurs, mais en premier lieu les agents socio-sanitaires. L'objectif principal de cet atelier est de rappeler à tous les acteurs de mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté, leur rôle et leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne tout l'appui que chaque acteur doit apporter, en tout cas aux agents de santé communautaire qui sont au niveau des villages, pour faire la prise en charge intégrée de l'enfant malade, pour faire la planification familiale, pour faire la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, et pour également faire les soins simples aux nouveau-nés. Il s'agit pour les 5 districts sanitaires concernés par le projet au niveau de la région de Sikasso de mieux s'informer afin d'harmoniser les approches d'intervention dans les structures socio-sanitaires de base. La République du Mali s'est rendu compte vraiment qu'il faut accélérer la marche pour atteindre ses objectifs, a mis tous ses partenaires traditionnels vraiment dans ce travail pour pouvoir soutenir vraiment cet effort. La journée internationale des langues maternelles, c'était depuis hier, et l'école Chiwara de Katikoko a fêté l'événement par une conférence de presse suivie d'une journée porte ouverte. Abdrahman Meiga, compte rendu. Ici à Katikoko, la journée internationale des langues nationales a été marquée par une conférence de presse, rencontre qui a permis aux organisateurs d'échanger avec les hommes des médias sur l'importance des langues nationales dans le développement et dans l'épanouissement de la petite enfance. Selon les initiateurs du présent cadre, la formation des enfants dans leur langue maternelle a plusieurs avantages. Ça lui permet de décoller, ça nous permet d'être autonomes. Et sur le plan même, que ce soit politique, le développement, toutes les crises qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a un fossé entre les décideurs et le reste du peuple. Malgré cette importance, la mise en œuvre de cette pédagogie rencontre d'importantes difficultés au Mali. C'est pour d'ailleurs inverser cette tendance que la présente activité a été initiée par l'Institut pour l'éducation populaire, un institut qui a créé en 1996 une école pilote dénommée Chiwara. Cette école a pour but essentiel d'être un lieu de formation en curriculum pour des stagiaires et un centre d'élaboration et de production de matériel didactique. De sa création à nos jours, environ 23 000 apprenants ont bénéficié des avantages de son programme dénommé Read, Learn, Lead On. Ce programme compte 210 écoles réparties entre 4 zones linguistiques. Pour que l'enfant ait un décollage intellectuel, c'est important qu'il puisse commencer dans sa langue maternelle. Pour joindre la théorie à la pratique, les journalistes ont suivi dans ce centre Chiwara un cours d'initiation des enfants à la lettre G appelée Guy en Bambara. La rencontre a également été mise à profit par les responsables de l'Institut pour offrir au ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales 10 000 livres écrits en langue nationale Bambara. Du sport football dans ce journal, désormais il n'y a plus de matchs en retard en championnat national. Les 2 rencontres en retard ont été jouées. Le COB, à l'issue des matchs à rebondissement, a battu 3-2 l'USFAS et les 11 créateurs de leur côté se sont imposés 2-1 face à l'ASCO. Compte rendu résumé, si vous voulez, signé de Aldjouma Tina. À l'instar des stades malins de Bamako Djoliba Athletic Club, il y a plusieurs autres derbys non moins importants dans notre championnat, comme ces duels-là, ASCO en orange et 11 créateurs de Nyarela. Comptant pour la 13e journée, en retard, cette affiche vaut son pesant d'or.
compte tenu de la rivalité sportive entre les deux clubs. Ainsi, le match est équilibré jusqu'à la 41e minute, moment où l'association sportive de Korofina va ouvrir le score sur penalty par Bokar Dambili. 1-0 à la pause. C'est en ce moment que les jaunes et noirs de Nyarela vont se mettre dans le sens de la victoire. Amidou Sinayego à la 51e minute, puis Aliou Diarra dans le temps additionnel, permettent aux 11 créateurs de remporter leur derby. C'était un match très difficile et puis un match délicat pour nous parce que ça fait au moins 6 journées que nous on n'avait pas fait la victoire. Aujourd'hui, vraiment, moi je suis très content pour cette victoire et puis bon, je remercie encore l'adversaire, je les encourage parce qu'ils n'ont pas démérité. Et puis encore, vraiment, cette victoire, je suis vraiment content, je le dédie aux joueurs et puis à tous les supporters des 11 créateurs. Après leur bonne prestation au tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération, les 11 créateurs sont désormais 4e au classement avec 21 points. Même si l'enjeu n'est pas aussi grand que lors du premier match, Olympiens en vert et Isfaciens ont montré leur envie de se battre. Pourtant, ayant l'occasion d'occuper la 2e place, le COB est malmené par l'USFAS dans le jeu. Et c'est fort logiquement que les militaires vont prendre l'avance à la 16e minute par Sekou Diawara. Et puis marque même un second but à la 21e minute par Kassim Traoré. Le COB au bord du gouffre va avoir le temps de reprendre ses esprits quand la coupure s'est invitée dans la partie pendant une demi-heure alors que nous étions à la 39e minute. Quand tout rentrera dans l'ordre, la partie va prendre une autre tournure en deuxième mi-temps. À la 49e minute, l'USFAS verra son écart réduit par Adama Traoré, ce qui fut le déclic pour les Olympiens. Les porteurs d'uniforme sous pression finissent par se faire rattraper grâce à Hamidou Traoré à la 58e minute avant de voir noircir leur chance dans les arrêts de jeu par Abdoulaye Diarra. Quelle partie à rebondissement! Le Sobé s'empare de la 10e place avec 27 points et se positionne comme un prétendant sérieux pour le podium. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, le RTM vous propose ce soir la rediffusion de l'émission Questions d'actualité sur la réconciliation nationale. Vous pourrez suivre cette rediffusion après l'émission sportive Performance. Et avant, vous aurez rendez-vous avec Abbas Fambouri Traoré et son équipe pour la ligne du front. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Demain 13h, Amara Mali Diallo et à 20h, Nyanya Aliou Traoré. En attendant, tout notre soutien à nos forces armées et ses alliés dans la difficile mission de reconquête de notre territoire. On n'oublie pas les populations vivant dans ces régions. Bon début de week-end.